Et bonjour tout le monde. Je m'appelle Pierre Schmidt. Je suis enseignant au collège de Valley View. Cette année, l'année 2020-2021 sera ma 7e année au collège et avant ça, j'ai enseigné au lycée pendant 6 ou 7 ans dans des lycées autour de Minneapolis. Et donc ma présentation aujourd'hui, c'est sur le CLRT, de Culturally and Linguistically Responsive Teaching. Ce qu'ils appellent au Canada, ils ont pris un petit peu cette pédagogie, ils l'ont appelée une pédagogie sensible à la culture. Donc, la pédagogie sensible à la culture, c'est pas centré sur les choses qui sont apparentes dans la culture des élèves, ni conforme aux idées qu'on associe traditionnellement avec le multiculturalisme, mais c'est plutôt une reconnaissance réfléchie et un respect et une compréhension de la complexité des cultures de chacun. Et donc, il y a trois dimensions. Il y a la dimension institutionnelle, la dimension personnelle et la dimension pédagogique. Donc, c'est ce qu'on va voir ici avec, premièrement, la dimension institutionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que fait l'école? C'est-à-dire ici, c'est le district d'Edina. Donc, la dimension institutionnelle ici englobe l'administration et la direction des systèmes scolaires, ainsi que les valeurs articulées et véhiculées par les politiques et les pratiques des conseils scolaires. Elle souligne le besoin de porter un regard critique sur le processus d'éducation formelle qui peuvent perpétuer des schémas particuliers de marginalisation. Le personnel enseignant a besoin de réfléchir aux schémas qui doivent être interrompus et changés. Cette pédagogie sensible à la culture, CLRT, a vraiment commencé à Edina Public School, je dirais en 2017. Je crois qu'on est dans notre 17-18, 18-19. On est dans notre 4e année de CLRT. Et l'objectif de ça, c'est qu'on s'est vu avec les données sur les résultats des élèves qui avaient une disproportionnalité dans le succès des élèves en fonction des races. On peut facilement voir ça ici aux États-Unis. Chaque élève a le droit de mettre à quelle race il appartient, et on voit que les étudiants afro-américains, les étudiants hispaniques dans notre district, c'est aussi quelque chose qui est national bien sûr, mais dans notre district à Edina avait un pourcentage de réussite qui était plus faible que les autres, et donc il y a eu un effort de la part de l'administration pour utiliser cette pédagogie et permettre un succès à ces élèves. Il y a une dimension personnelle, ça c'est la dimension du prof. Qu'est-ce que le prof doit faire pour être sensible à la culture de ses élèves? Et puis la dimension pédagogique, quels sont les outils qui vont vous permettre de faire ça? Donc, la première personne et la personne qui a vraiment lancé cette idée à Edina, c'est Dr. Sharaki Halley. Et il est venu présenter en début d'année, je crois que c'était en 2017 justement, présenter cette pédagogie. C'est lui qui a vraiment lancé ça. Il était dans un district à côté de celui d'Edina et les résultats étaient plutôt bons. Donc, on lui a demandé de venir ici et c'est ce qu'il essaye de faire. Donc, je vais vous donner une petite vidéo ici qui va vous permettre de comprendre un petit peu ces idées. Demonstrating how culturally and linguistically responsive teaching looks in the classroom. And what that is the validation and affirmation of home language and home cultural behaviors through instructional activities for the purposes of building and bridging the students to success in academia and mainstream culture. Our teachers are trained in a process for how to validate and affirm, build, and bridge. That really starts with looking at 4 general areas of instruction, which are classroom management, academic vocabulary, academic literacy, and academic language. And under each of those general areas, we have
what I call CLR categories, or validating and affirming categories, that begin with the use of attention signals, use of discussion protocols, responding protocols, use of movement activities, and use of collaboration, extended collaboration. That is something that is general in all classes that are culturally responsive. When we validate the home language, we're really getting at the root of, in some cases, indigenous languages. In our case, it would be non-standard languages, or what we call unaccepted language. There are 4 major non-standard languages. They are African American vernacular, that is called in the research, we call it African American language, Chicano English, Hawaiian Pidgin English, and Native American dialects. So those are the 4 major non-standard languages. Most of our students come from homes that speak a Black English or African American language, so we focus on it as a home language. Some of our students come from homes that speak Spanish, so that would be their home language. So we go from that root as the home language, validating and affirming the sound system, the rule system, the vocabulary, or even the pragmatic language, which is the nonverbal, so eye contact, hand gestures. And so that's validated through literature, through the students speaking, through the students writing. So we don't correct, we don't fix, we don't make it better, we don't use any deficit terminology. It's all about translating, put another way, put it into school language, convert. That's the language we use with our students. So it triggers for them in their minds that they have to code switch, and they have to code switch to the language of school, which is standard English, or what would be considered everyday English. And in some cases, they have to learn how to code switch to academic language, which then focuses on writing specifically in an academic setting. The use of the culturally responsive text serves 2 purposes. One is obvious in terms of students seeing themselves represented in text, learning about their history, learning about their community in an authentic way. And so we have all our culturally responsive texts are selected around their authentic use. A less obvious one, I think, is that we're still able to teach the standards, even at a level above grade, at above grade level, around certain concepts as comprehension or fluency, the things that you would see in a traditional literature program. And also, if the text contain home language, then it allows us to do both, to focus on culture and language. In general, a lot of the activities that you're seeing are part of, I would say, a general collection. Like, I normally say we're not slicing bread by having these activities. So let's take musical shares. Musical shares is actually something very common in the context of engagement activities for any classroom. What we're doing is we're trying to use these common activities in a responsive way to a population that normally would not have exposure to that type of activity. We're trying to demonstrate that you can do a musical shares with students of color, and they won't get out of control, they won't go berserk, you won't have fighting in the room, you won't have chaos in the room. And also, it'll increase their level of engagement to engage in whatever comes next. And so what I try to let teachers know is we're trying to sort of engage them so that when they sit back down or when they come back to order, you can do whatever you want because you have them. And that's really how the musical shares are supposed to work. So we make it responsive by the music that we choose, because a lot of cases it'll be maybe more traditional music. I won't put a label on that, but so we try to use music that the kids can relate to, can respond to. Also, movement is important in culture because of the kinesthetic aspect to it, the sociocentric or socializing aspect to it. These are all the reasons why something like musical shares is important for students from a cultural standpoint. Donc, ici, donc il était venu il y a 3-4 ans à Edina et il avait parlé de ça. Mais vraiment, ce qu'on comprend ici avec ce qu'il appelle validate and affirm, c'est essayer de vraiment engager
les élèves. C'est l'objectif. Il parle de faire du mouvement dans une salle de classe parce qu'une fois que les élèves surtout à l'école primaire et au collège, le niveau auquel j'enseigne, à partir de 10-15 minutes, il faut changer d'activité, il faut faire autre chose parce qu'il décroche un petit peu. Donc, on peut toujours enseigner le vocabulaire, mais d'une autre façon, avec une autre activité. Et le fait de les faire bouger comme ça, ça libère un petit peu le fait qu'ils s'ennuient parfois en classe ou qu'ils sont pas actifs. Et donc, quand ils reviennent et qu'ils s'assoient, ils sont engagés, ils sont prêts à repartir sur une autre activité. Donc, c'est cette idée-là. Et il parle beaucoup de la langue et surtout que ça ne sert à rien de corriger, mais qu'est-ce qui est important, c'est de faire le transfert, ce qu'il appelle le code switching, c'est-à-dire quel langage est accepté en dehors de l'école, à la maison, avec les amis, et quel langage est accepté au sein de l'établissement, ouais, entre les quatre murs d'une classe. Et donc, c'est important pour le prof, non pas de corriger, mais plutôt d'établir que c'est important pour l'élève de reconnaître que le cadre est différent et que donc son comportement, sa langue doivent être différentes. Mais encore une fois, tout est basé sur le relationnel avec les élèves et sur l'engagement des élèves. Donc, on avait parlé de la dimension institutionnelle et c'était ça, c'était la dimension du district, la dimension de l'administration. Et ils sont partis avec un slogan il y a à peu près 3-4 ans, quand on a commencé ça, qui est le All for All. Et là, j'ai simplement copié ce qui vient du site de Edina Public Schools avec la mission et les croyances, beliefs, de ce que le district promet aux familles. Donc, c'est de train and educate our staff in supporting academic achievement for all learners from diverse cultures, incomes, and ability levels, and identify and clarify beliefs about learning expectations for each and every student. C'est important. Les attentes du professeur en fonction des élèves ont un impact énorme sur la performance des élèves. Et on sait souvent, beaucoup de recherches montrent que parfois, en fonction des cultures, en fonction du côté socio-économique des élèves, l'attente de certains professeurs n'est pas la même. Et ils se posent des questions sur comment ça se fait que mes élèves ne réussissent pas aussi bien que les autres. Et souvent, c'est parce qu'il y a une corrélation entre les attentes des élèves et ce qu'ils sont capables de faire. Donc, c'est la politique d'ici de Edina, c'est du all for all. C'est que tous les élèves ont cette possibilité d'avoir du succès et que nous, en tant que professeurs, on doit vraiment croire que chaque élève peut réussir au plus haut niveau. Donc, on parle un petit peu de la culture, de cette idée sensible à la culture. Et encore une fois, ici, pour nous, vous allez venir ici aux États-Unis et avoir cette expérience, certains d'entre vous, vous voulez devenir professeur de langue, des choses comme ça. Et donc, on a déjà cette affinité. Certains d'entre nous ont voyagé dans plusieurs pays et ont été confrontés à la culture de plusieurs pays. Et donc, pour nous, professeurs de langue, c'est quelque chose qui est un petit peu de seconde nature. Hein. C'est quelque chose qui est facilement accepté et qu'on comprend bien qu'une culture peut être difficile à naviguer parfois. Mais pour d'autres professeurs, pour d'autres sujets comme les sciences ou les mathématiques, c'est un petit peu plus difficile d'incorporer cette idée de culture. En tant que professeur de langue, moi, au collège, avec mes élèves de 4e et 5e, 7 and 8th graders, mais on parle énormément de la famille. On fait des unités sur la nourriture, on fait des unités sur les vêtements, on fait des unités sur les sports. Donc, forcément, les élèves ont l'opportunité de partager ce qu'ils mangent avec leur famille, comment ils s'habillent, quel sport ils jouent. Et donc, tout de suite, le rapport
et la connexion entre l'élève et le prof est beaucoup plus facile parce qu'on partage sa culture. Ouais. Mais encore une fois, l'idée de cette pédagogie, c'est pas simplement de parler des cultures, mais de comprendre la complexité des cultures, hein, de comment marchent les relations dans la famille, le rôle du maman et de la papa, des mamans et des papas dans des familles. Ouais, et c'est ce qui est important. Plusieurs fois, depuis qu'on a lancé cette pédagogie, cette initiative à Edina Public School, on a beaucoup d'interprètes qui viennent voir les professeurs au moment des conférences pour justement parler un petit peu des attentes culturelles lorsqu'il y a une conférence avec des parents qui sont hispaniques, avec des parents qui sont dans une communauté éthiopienne ici au Minnesota qui est très importante, et comment parler, comment discuter et ce que ces familles attendent d'une conférence, qui est différente d'une conférence avec une famille qui est 100% américaine, née ici et complètement américaine. Donc voilà. La dimension personnelle, c'était la dimension des enseignants. Ouais. Et forcément, pour avoir cette pédagogie sensible à la culture, ça vient de l'attitude des enseignants. Encore une fois, c'est sur le relationnel, c'est sur l'engagement des élèves. Et donc, il y a besoin que les élèves soient attirés, que les élèves soient engagés par leur professeur parce qu'ils voient qu'il ou elle est intéressé par leur culture. Donc, la première caractéristique, c'est une sensibilité socioculturelle. Ici, ça dit que les enseignants sensibles à la culture comprennent le rôle qu'ils jouent dans le contexte social, historique et politique actuel, et surtout avec une année comme celle-ci de 2020, avec une année d'élection. C'est très important. En s'interrogeant sur leurs propres attitudes, leur comportement, leurs croyances, et ils apprennent à composer avec les formes de discrimination qui influencent le vécu des élèves et des familles de nombreuses façons. Ouais, donc c'est toujours une auto-réflexion de la part du prof sur comment est-ce que les élèves peuvent percevoir cette leçon. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui va peut-être choquer quelqu'un? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui va peut-être fermer la porte à un élève? Donc, l'autoréflexion est à la base de l'examen et de l'identification de ses propres préjugés en tant que prof. Ce processus critique englobe la compréhension des questions qui touchent le partage du pouvoir, des privilèges et le rapport entre le pouvoir et l'expérience sociale personnelle. On parle toujours de white privilege. Ici, en ce moment, c'est cette question de race et ce qui s'est passé avec, bien sûr, George Floyd ici à Minneapolis. Tout ça s'est engagé. Et il y a cette notion d'autoréflexion chez le professeur est primordiale. La deuxième critique, c'est les attentes élevées. C'est ce dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt, c'est que il y a une corrélation entre ce qu'on attend des élèves et ce que les élèves sont capables de faire. C'est un petit peu comme cette idée de staccanovisme, ouais, de mettre la barre très haut, de façon à ce que les élèves essayent de monter le plus haut possible. Mais si on met la barre très bas, les élèves vont juste arriver à où est la barre. Donc, c'est important ici de se montrer positif, valorisant envers les élèves, peu importe leur race, peu importe leur niveau socio-économique. Ouais, c'est d'avoir des attentes élevées. Donc, les enseignants qui sont sensibles à la culture se montrent positifs et valorisants envers les élèves et leur attitude à apprendre et à réussir à l'école. Ils démontrent un respect sincère pour les élèves et leurs familles et croient fermement en leur potentiel. Ils considèrent les identités sociales des élèves comme des atouts et non comme des lacunes et des barrières. Ouais, donc ça, c'est cette idée que utilisons cette culture, utilisons cette diversité pour nous enrichir. La troisième caractéristique ici, c'est le désir de changer les choses, hein, de se voir comme un agent de changement.
c'était très difficile il y a 3-4 ans quand on a commencé ça. On voyait, j'ai pu ressentir, j'ai eu des discussions avec certains enseignants qui, ce changement était quelque chose de difficile. Hein. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire ça? Donc, les enseignants qui sont sensibles à la culture estiment qu'une éducation équitable et inclusive est le fondement d'un niveau de rendement élevé. Hein. Donc, c'est important que cette idée d'équité à travers les élèves. Quatrième caractéristique, c'est la méthode constructiviste, c'est de comprendre les apprenants et comment ils construisent leur propre connaissance. Donc ici, les enseignants sensibles à la culture donnent vie au curriculum en prenant pour point de départ les expériences différentes de tous les élèves. Et c'est ce dont j'avais un petit peu parlé au début. En tant que professeur de langue, on a tellement de chance pour juste directement parler de la famille, les frères, les sœurs, quel âge ils ont, les petits frères, les petites sœurs. Et quand on est dans les écoles primaires, si vous enseignez à n'importe quel niveau, vous allez voir qu'il y a le frère ou la sœur qui est une classe au-dessus, une classe en dessous, 2 classes au-dessus, 2 classes en dessous. Et il y a cette idée de famille et c'est très important. Mais aussi parler de ce qu'on fait, quelles sont les activités qu'ils font. À partir du moment où on va mettre l'expérience des élèves dans notre curriculum, ils seront engagés. C'est-à-dire que il y a cette idée du prof qui ressort ses vieilles copies, ses vieilles feuilles et qui va à la photocopieuse et puis c'est l'année 2020-2021 et c'est la même que lorsque c'était 2011-2012, hein? même plus vieux que ça. Donc cette idée d'essayer de construire avec ce qu'on a, chaque année est différente, chaque classe, chaque dynamique de classe est différente chaque année parce que les élèves sont différents. Donc c'est important de commencer avec ce qu'on a et puis de construire avec ça. Donc, une chose que j'aime beaucoup faire, moi, par exemple, dans mes examens ou dans mes tests, c'est de mettre le nom de mes élèves. Quand ils doivent, par exemple, conjuguer des verbes ou quand il y a des prépositions à mettre ou des choses comme ça. Après avoir parlé à mes élèves ou ils ont partagé des choses, je connais quelles sont leurs émissions sur Netflix qu'ils regardent tout le temps, quel sport ils jouent, quelle musique ils écoutent, quel instrument ils jouent. On a beaucoup de musiciens dans le programme de français ici à Edina. Donc, j'utilise ça pour faire mes tests. Et puis, c'est incroyable de voir leur réaction des élèves qui « Oh, je suis dans le test, je suis dans le test ». Et puis d'autres qui disent « Oh, j'y étais pas, mais je fais en sorte que je ne les oublie pas lors du prochain test ». Essayer d'avoir tout le monde. Ouais, encore une fois, c'est le all for all, de n'oublier personne et de faire en sorte que chacun est validé, chaque élève est validé et se voit ici. Ouais. Donc, c'est cette idée de méthode constructiviste. Ici, ça permet d'avoir les expériences des élèves, mettre l'expérience des élèves au centre des activités que vous allez mener. Une connaissance approfondie des élèves, il est important pour les enseignants de reconnaître que les parents, les familles et les personnes qui ont la garde connaissent leurs enfants mieux que quiconque. Et pour mieux connaître leurs élèves, les enseignants sensibles à la culture s'efforcent donc de forger des liens solides avec leur famille. Ils cultivent un respect mutuel entre le foyer et l'école et adoptent une méthode d'enseignement et d'apprentissage collaboratif. La communication avec les parents est primordiale. Elle est extrêmement importante. Et souvent, ce qu'on m'a enseigné au tout début et qui a très bien marché pour moi après, c'est de toujours rentrer en contact avec les parents en début d'année pour exprimer quelque chose de positif, quelque chose qui a bien marché, quelque chose que le petit Johnny a fait dans la salle de classe qui vaut un petit email. Et ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 5 minutes, 3-4 phrases, mais c'est le premier rapport et c'est un rapport qui est positif. On ne veut pas que le premier email qui sont envoyés à des familles ou aux parents, c'est pour expliquer un problème qui s'est passé dans une salle de classe. Hein? Si on commence d'abord avec quelque chose qui est positif, la discussion lorsqu'il y aura
ou s'il y a des problèmes ensuite entre l'élève et puis la salle de classe ou le contenu ou le professeur, sera beaucoup plus facile pour travailler ensemble, le parent, le prof et l'élève, plutôt qu'une discussion un petit peu entre le prof et la famille et la maison. Ouais. Et d'essayer de faire en sorte que c'est un triangle, que tout le monde travaille avec le même objectif, que l'élève réussisse à l'école. Caractéristique numéro 6, c'est la pratique d'enseignement sensible à la culture. D'abondantes études nationales et internationales se penchent sur les stratégies pédagogiques adaptées à la culture. 2 éléments sous-tendent ces stratégies: avoir des attentes élevées en matière d'apprentissage, tout en reconnaissant et en honorant les forces que les élèves tirent de leur expérience et de leur culture familiale et qu'ils contribuent au milieu d'apprentissage de la classe. Les enseignants sensibles à la culture tirent parti de ce qu'ils savent de leurs élèves pour leur ouvrir la voie à l'apprentissage. Les expériences d'apprentissage sont conçues pour être pertinentes et authentiques et elles permettent aux élèves de se reconnaître dans l'apprentissage au quotidien en classe. Cela communique aux élèves et à la communauté que les expériences et les connaissances des élèves, des parents et de la communauté ont de la valeur et qu'elles contribuent à l'apprentissage de l'école. Ouais. On ne veut pas que l'école soit isolée, on veut que les élèves vraiment fassent partie de l'enseignement. Et donc, c'est très important pour nous de prendre en compte leur culture, ce qu'ils font. Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'ils écoutent. Si vous faites des PowerPoint, mettez les choses que vous avez entendues de vos élèves. Par exemple, une chose qui était importante pour moi, c'est que quand on est parti en distance learning au mois de mars, l'année dernière, j'avais des discussions avec mes élèves en synchronous learning par Zoom ou par Google Meet. Et j'ai vu que mes élèves étaient très intéressés par Outer Banks. C'était la nouvelle version de Netflix qui était partie. Et mes élèves de 8e année, mes élèves de 4e, ont adoré. Ils parlaient que de ça. Outer Banks, Outer Banks, Outer Banks. Donc, bien sûr, j'ai regardé la série. Et ça m'a donné de faire l'idée, et j'enseigne énormément au niveau auquel on est ici en 8e année. On enseigne beaucoup le passé composé et l'imparfait et comment les utiliser lorsqu'on fait des résumés, lorsqu'on parle au passé. Quand est-ce qu'on utilise le passé composé, quand est-ce qu'on utilise l'imparfait. Et donc, j'ai fait des résumés de chaque épisode en utilisant le passé composé imparfait, mais en utilisant comme support Outer Banks. Donc, c'est ça qui est important, plutôt que d'avoir quelque chose qui était tiré d'un livre d'il y a 10 ans qui est difficile. Là, tout de suite, les élèves vont être engagés parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent, c'est quelque chose ils ont réagi à ça. Hein, et c'est ce qui est important. Essayez à chaque fois, lorsque vous allez avoir des activités à faire, lorsque vous allez avoir des tests à écrire, d'essayer de mettre des informations que vous avez réussi à recueillir de vos élèves, hein, pour vraiment faire en sorte qu'ils sont à l'intérieur de l'enseignement. Et puis, la dernière dimension, c'était la dimension pédagogique. Et donc là, ce sont les outils qui nous permettent de faire ces choses-là. Alors, il y en a beaucoup et vous pourrez regarder cette présentation. Je vous enverrai le PowerPoint si vous voulez le regarder. Mais il y a ce qu'on appelle les attention signals. Mais il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus grand que ça. Les attention signals, c'est juste un outil qui vous permet d'engager les élèves et de les avoir où vous voulez. Faire attention quand vous avez besoin de donner votre instruction. Donc, il parle ici d'un African Chant. Donc, vous avez le professeur qui fait Ago et puis les élèves qui fait Ame. Donc, si c'est quelque chose qui a, par exemple, quelque chose à voir avec une unité sur la francophonie et vous êtes en train de parler de l'Afrique francophone, vous êtes en train d'étudier le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, peu importe les pays francophones africains que vous êtes en train d'étudier avec votre classe, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour avoir ce qu'ils appellent un call and response, où il y a le professeur qui dit quelque chose et les élèves qui disent quelque chose derrière, et tout de suite, vous avez l'intention pour leur dire quel est ce qu'ils vont faire durant l'activité ou quelle est la prochaine activité.
Même chose, vous avez quelque chose où le professeur dit all set, et il y a tous les élèves qui répondent you bet. Ouais, et donc, c'est quelque chose qui est mis en place en début d'année, mais c'est quelque chose qui est variable, c'est quelque chose qui peut changer. J'en utilise quelques-uns, moi, c'est plutôt avec un rythme avec les mains, catch a beat, voilà, c'est ça. Donc, c'est genre. Et puis, il y a les élèves qui font ça, mais il faut changer le rythme. Alors, parfois, je fais. Et donc, les élèves font ça. Et puis, boum, on s'arrête et ça permet de lancer la prochaine activité. Right? Give me five. Donc là, vous avez les élèves qui mettent leurs mains en l'air et quand tous les élèves ont mis leurs mains en l'air, boum, ils se donnent un five. Dr. Sharky Ali parlait énormément comme quoi le besoin émotionnel de l'élève est extrêmement important à sa réussite. Ouais? Et que humilier les élèves, faire une réflexion sur les élèves, tout de suite, ça va fermer la porte et l'élève sera plus engagé avec vous, mais surtout plus engagé avec le matériel, plus engagé avec le contenu. Donc, ce qui est très important, c'est toujours de renforcer, de valider les élèves. Et donc là, il parle toujours de mon love. Et il dit que Dr. Sharkey, quand il a fait sa présentation, c'est que plus l'élève est difficile, plus l'élève est un challenge pour la classe ou pour le professeur, le plus d'amour il doit recevoir de la part du professeur. C'est-à-dire que ça ne doit pas être une lutte, mais c'est juste que c'est comme ça qu'on va réussir à vraiment solidifier la relation et ensuite permettre la réussite de l'élève. Donc, il y en a beaucoup ici, des call and response pour faire ça. Chaque professeur, vous allez travailler avec des professeurs, chaque professeur a son truc qui marche, mais vous avez le droit également de juste dire, oh, tiens, j'aimerais bien essayer ça et voir comment ça marche. Je crois que c'est quelque chose qui serait apprécié de la part de vos professeurs. Si vous avez quelque chose que vous avez envie d'essayer, vous pouvez faire ça. Donc là, vous avez un autre, c'est 1, 2, eyes on you, 3, 4, I'll talk no more, 5, 6. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place et ce sont les élèves qui répondent avec le professeur qui fait les numéros. Right? We're ready again. This one, elle est assez utilisée, celle-là, je l'ai souvent vue à l'école primaire, 1, 2, 3, eyes on me, puis les élèves qui font 1, 2, eyes on you. Et les élèves sont prêts. Voilà. Donc souvent, ça c'est fait quand vous avez des élèves qui sont en train de travailler sur leur cahier ou sur une activité et il vous reste 5 minutes et vous êtes là, ok, 5 minutes, il va falloir commencer à ranger les affaires et tout ça. Il y en a qui ont déjà terminé l'activité, il y en a qui sont déjà en train de se lever, il y en a qui sont en train de bouger dans la salle de classe. Donc, 1 minute, restez à la place et puis ensuite, 1, 2, 3, eyes on me, et puis tous les élèves, 1, 2, eyes on you, boom, et on passe à une autre activité. Donc, cette idée. Donc, de student call, voice check. Il y en a beaucoup. Je vais vous laisser cette présentation. Vous aurez l'occasion de la regarder un petit peu plus tard. Par exemple, when I say, you say. Donc, moi, je suis au collège de Valley View. Donc, beaucoup de professeurs disent when I say Valley, you say View. Valley, View. Valley, View. Donc, et puis, boum, ils engagent. C'est quelque chose qui est utilisé aussi quand on fait les assemblées. Et tous les élèves répondent. Et c'est incroyable de voir qu'on a presque combien, 700 élèves parfois dans une assemblée et que cette technique permet vraiment d'avoir le silence très rapidement et de pouvoir donner les instructions pour la suite. L'autre chose que Sharkey Ali parlait, ce sont les mouvements. Et c'est important, surtout à l'école primaire et encore au collège. Je les vois, mes élèves de 7e année, ils ont besoin de bouger à un moment pour pouvoir revenir à une activité qui va être un peu plus cérébrale, à une activité qui va être un petit peu plus calme. C'est très difficile pour moi de demander à mes élèves de 7e année pendant 45 minutes de juste rester assis et écrire. Donc, j'ai besoin de structurer ma classe et d'incorporer des mouvements,
du mouvement. Donc ici, il y a plusieurs choses, mais souvent c'est ce qu'ils appellent le think, pair, share. Donc on leur donne un sujet, on leur donne quelque chose, et au lieu de juste lever la main, ou même certains de juste donner la réponse tout de suite, prendre le moment de juste réfléchir calmement, chacun à sa place, et de réfléchir à une réponse ou plusieurs réponses. Et puis, think, then pair. Ensuite, ils ont besoin de se mettre avec quelqu'un, de trouver un partenaire et de partager la réponse. Right? Donc, il y a you have ce qu'on appelle le give one, get one. So, s'il y a par exemple, quels sont les 5 piliers de l'islam, si vous êtes en train d'étudier ça, par exemple, then les élèves n'ont pas besoin de connaître les 5. Certains ont oublié les 5, mais ils en ont peut-être 2 ou ils en ont peut-être 3. Mais ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont l'opportunité de bouger, d'aller voir un élève et de dire, OK, combien tu en as trouvé? J'en ai trouvé 4. Tu as trouvé quoi? Moi, j'ai trouvé ça. Tiens, prends celui-là et j'en prends un autre. Hein, donc, voilà. Donc, là, le protocole, c'est they receive an answer and ils ont besoin de bouger, de parler à 3 ou entre 3, 4, 5 personnes. C'est vous. L'activité est là, ça dit 3, 5 personnes, mais c'est à vous de voir dans une salle de classe comment l'activité se passe. Hein. Et éviter le plus possible. Hein. En tant que professeur, c'est difficile. Au départ, on a besoin de montrer comment l'activité doit être faite. Parce que si on leur donne ça, tout de suite, les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. À mon niveau, en 7e année, c'est incroyable. Et ils vont avec leurs amis. Donc, c'est important en tant que professeur de dire, OK, il t'a donné une réponse, va voir quelqu'un d'autre. Tiens, va voir Justine, va voir Abigail, hein, pour avoir une réponse. Et ils sont toujours un petit peu réticents de faire ça. Mais c'est les encourager de justement parler aux autres personnes dans la classe plutôt que toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes amis et toujours les mêmes groupes. Essayer de diversifier un petit peu cet échange qui peut se passer dans la salle de classe. Donc ici, vous avez un mix pair chair. Donc ça, c'est par exemple le professeur qui peut mélanger les groupes. Okay? Et puis, ils échangent. Il y a plusieurs activités. Il parlait ici de musical chairs. Donc là, c'est pareil. Et c'est avec la musique. Et donc, ce dont il parlait ici, Sharky Early, encore une fois, c'est pour une pédagogie sensible à la culture, on ne va pas mettre une musique, on ne va pas mettre du Jacques Brel. Hein? On va pas faire ça. Essayons de mettre des choses qui sont intéressantes pour les élèves qui ont cet âge-là. Hein? Et ce n'est pas forcément ce qui est intéressant pour nous en tant que prof. J'adore Jacques Brel, mais c'est ce qui est important pour les élèves. Parce qu'à partir du moment où ils peuvent voir qu'on est en train de faire un effort de trouver quelque chose qui est culturel et age appropriate, approprié à leur catégorie d'âge, les élèves vont être engagés. Beaucoup d'élèves viennent dans ma salle de classe au collège et parlent beaucoup de Magic System qu'ils ont entendu à Normandel, de Black M qu'ils ont entendu à Normandel. C'est pas forcément les artistes que j'apprécie le plus, mais c'est la musique qu'ils aiment écouter, c'est la musique française qu'ils aiment écouter. Donc, j'essaye aussi de faire de la musique et des chansons dans ma salle de classe. Ce ne sont pas des chansons de 2011-2012. Chaque année, j'essaie de trouver de nouvelles chansons. C'est difficile de trouver des chansons françaises qui sont linguistiquement appropriées, hein, au niveau du vocabulaire et de la langue qui est utilisée, et aussi les vidéos de YouTube qui doivent être appropriées. Mais en cherchant, on peut trouver des choses qui sont intéressantes pour les élèves et qui va les engager. Hein. Les élèves et la musique, c'est incroyable comment ça marche. Hein. Ne serait-ce que votre attention signal, moi j'en fais un dans ma salle de classe pour commencer l'année, souvent, c'est qu'il y a de la musique quand il rentre. Quand la musique s'arrête,
les élèves doivent aller s'asseoir et doivent être assis. Et ça prend ma première semaine pour juste mettre en place cette routine. Mais après ça, c'est tranquille. J'ai la musique, j'éteins ma musique, boum, je vois mes élèves qui automatiquement vont s'asseoir et on est prêt à commencer la leçon. Donc ici, vous avez beaucoup d'informations que vous pouvez utiliser. Ici, c'est un snowball. Donc, je crois que ça, c'est les élèves qui mettent une réponse sur une feuille de papier et qui la lancent. Et puis ensuite, ils doivent retourner à leur place et le professeur choisit un morceau de papier qui est tombé. Encore une fois, c'est d'essayer d'engager plutôt que de toujours avoir la même façon de donner une réponse, l'avoir la main levée et que le professeur demande, d'essayer de trouver différentes façons pour que les élèves soient engagés à partager leurs idées, donner leurs réponses, etc. Tea party, meet and greet. Donc tout ça, je vais le partager avec vous. Et vous voyez, il y a différents niveaux en fonction de la difficulté de l'activité ici. Donc voilà. Cette pédagogie sensible à la culture, c'était donc une pédagogie avec une dimension institutionnelle. Donc l'école d'Edina, Edina Public School, qui a vraiment essayé de faire en sorte d'engager et de vraiment mobiliser les ressources pour pouvoir avoir du succès sur chaque élève. Il y a une dimension personnelle et ça, c'est le professeur. Hein. Le professeur a besoin de venir dans sa salle de classe, devant ses élèves, avec une ouverture d'esprit pour pouvoir influencer, pour pouvoir avoir un impact, pour pouvoir avoir le relationnel avec tous ses élèves. Ouais, l'objectif, c'est tous les élèves. Et c'est difficile, on est humain et il y a des élèves avec qui on va s'entendre de mieux en mieux et c'est OK. C'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'on doit faire tous les élèves, qu'un seul élève ne doit pas être ignoré, encore plus si c'est pour des raisons socio-économiques, des raisons de race ou des choses comme ça, mais parfois c'est involontaire, on ne fait pas forcément attention à ça. Donc c'est important de vraiment faire une auto-réflexion de la part du professeur. Et puis, il y avait cette dimension pédagogique, donc c'était tout ce qui était les attention signals, les mouvements. Mais encore une fois, cette dimension pédagogique, c'est de prendre en compte la culture de l'élève pour l'inclure dans votre curriculum. C'est ça, c'est prendre en compte la culture des élèves pour l'inclure dans le curriculum. Et de cette façon-là, les élèves se voient dans l'enseignement et la recherche montre qu'ils seront de plus en plus engagés. Donc voilà, petite présentation assez simple. Peut-être que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. C'est celle d'Edina, pierre.schmidt@edinaschool.org si vous avez des questions sur ça. Je suis impatient pour certains de faire votre connaissance au mois de janvier. Quelle année vraiment particulière de commencer comme ça le training en virtuel et par vidéo. Mais je vous souhaite à tous une bonne année. J'espère que cette idée d'inclure la culture des élèves et de s'intéresser à l'élève en premier pour ensuite essayer de l'inclure dans votre contenu, de l'inclure dans vos quiz, dans vos tests, dans vos présentations, vont faire en sorte que ce sera une année qui sera très riche pour vous, avec énormément de succès et que également ce soit énormément de succès pour vos élèves. Ouais. Bon, à très bientôt. Merci beaucoup et bonne année.